Bonjour. Avant de vous souhaiter la bienvenue, j'aimerais préciser que même si cette conférence se donnera en mode virtuel, il n'en demeure pas moins que les liens physiques où je me trouve et où se trouve la Fondation Trudeau est un territoire autochtone non cédé, euh, soit euh, Tchupacé-Montréal, lieu de croisement et de rencontre de nombreuses communautés. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur de philosophie politique à l'Université de Montréal et lauréat 2019 de la Fondation Trudeau. Je remercie la Fondation Trudeau qui a rendu possible l'organisation de cet événement. Je cède immédiatement la parole à Émilie Nicolas qui animera cet entretien. Émilie Nicolas est anthropologue et chroniqueuse au Devoir et à la Gazette. Elle se chargera de présenter les panélistes de notre soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, good evening. Je m'appelle Émilie Nicolas, je vais être la modératrice pour l'événement de ce soir. Premièrement, pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée, on a 1 heure et demie ensemble. Durant cette heure et demie-là, on va entendre Ingrid Waldron prendre la parole sur ses recherches, sur son champ d'expertise, donc sur le racisme environnemental. Ensuite, il y aura questions et réactions de deux personnes, Nadia, Joe et Carlo Charles, qui vont se joindre à nous après la conférence de Ingrid. Ingrid aura la chance de répondre aux questions. Et par la suite, à la fin, si on est chanceux, avec la gestion du temps, et si les participants coopèrent bien, on aura la chance de passer donc aux questions du public. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les formuler dans la barre Q&A qui est au bas de l'écran. C'est là qu'on va pouvoir les intégrer. Je vous invite à les faire au fur et à mesure de la conférence pour qu'on puisse aussi les intégrer dans les conversations qu'on a ensemble avant même peut-être de se rendre au Q&A. Donc, vous pouvez m'aider à faire mon travail en quelque sorte. Donc, je vais passer tout de suite à la présentation des participants. Donc, Ilgrin Walden, she was born in Montreal. Elle est née à Montréal, a des parents de Trinidad et elle est maintenant à Nouvelle-Écosse. Elle est sociologue et à l'Université Dalhousie. Depuis les 8 dernières années, elle est la directrice du projet communautaire qui est connu sous le nom de Enrich Project, qui est un bel acronyme en fait. Et donc, ce projet Enrich est à propos des impacts socio-économiques et de santé sur les communautés Mi'kmaq et les communautés afro-néo-écossaises. Et le projet était basé sur le premier livre de la docteure Waldron. Et donc, c'est l'impact dans les communautés autochtones. Et son livre a été adapté en documentaire qui est maintenant présenté sur Netflix. Elle est aussi à propos d'améliorer la vie des personnes de descendance africaine et c'est un projet qu'elle a entrepris à l'Université Dalhousie. Et sa recherche se concentre essentiellement sur l'impact de la discrimination sur la santé mentale et la santé physique des personnes, surtout les personnes autochtones et les personnes de race noire. Et donc, j'ai présenté Ingrid avant de présenter son titre, mais essentiellement, c'est l'héritage des luttes et de la résistance contre le racisme environnemental, conférence publique. Et donc, c'est vraiment à propos de ce que c'est. Si le racisme systémique, c'est une distribution inégale des ressources partout au sein de différentes personnes, qui est racisé, qui n'est pas racisé. Et donc, le racisme environnemental contient toutes les structures politiques et les organismes qui ont un impact disproportionné sur certaines personnes en ce qui a trait à leur santé, leur bien-être et leur environnement. Je remercie Christian d'avoir organisé cette conférence
en faisant une reconnaissance des territoires et je nous invite de garder en tête que peu importe où nous sommes situés ici au Canada, de se souvenir de cette reconnaissance des territoires parce que cet enjeu d'où nous sommes, je crois que parfois nous l'oublions et c'est vraiment la pierre angulaire du sujet dont nous allons discuter ce soir. Et donc, je vais laisser Ingrid vous parler maintenant et je vais présenter Carlo et Nadia par la suite quand ils vont être sur le point de parler. Alors maintenant, Ingrid, la parole est à vous. Merci beaucoup, Émilie. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et j'aimerais remercier le docteur Christian Nadeau de m'avoir invité. Alors, je vais vous partager mon écran ici. Alors, avant de commencer les concepts de ma discussion, j'aimerais vous poser quelques questions à considérer au fur et à mesure que je présente mes pensées et les données autour du racisme environnemental. Ce sont des questions qui touchent aux relations entre l'espace, un endroit et la santé. Ma recherche sur le racisme environnemental porte là-dessus. Et donc, la première question est la suivante. Comment les idéologies socialement bâties qui sont fondées sur la race, la classe, le sexe et d'autres identités sociales façonnent la constitution, la perception de l'espace? Comment ces idéologies sont-elles spatialisées en milieux ruraux et urbains? Comment l'organisation spatiale des communautés autochtones, noires et racisées sont-elles rendues possibles grâce à des pratiques de délimitation soutenues par les politiques et les lois? Comment les idéologies basées sur la race, la classe, le sexe et d'autres identités informent-elles les politiques et les actions sur le racisme environnemental et d'autres inégalités basées sur le lieu? Et quelle est la relation entre le lieu, l'espace et la santé? Et donc, dans cette présentation, j'aimerais utiliser une analyse socio-spatiale pour discuter les façons symboliques de la façon dont les géographies complexes des personnes et des communautés noires et autochtones qui ont été caractérisées par l'exploitation, la domination dans les espaces et les lieux où ils vivent, ils travaillent et ils s'amusent ou se divertissent. Et donc, ces espaces sont généralement caractérisés comme un produit très contesté et une idée qui fait partie des significations sociales et économiques. Et donc, je vais utiliser la terminologie violence spatiale. Et je fais référence à la façon dont les personnes racisées sont affectées par les politiques, les manques et par les impacts disproportionnés du changement climatique. Et donc, j'aimerais vous fournir une définition du racisme environnemental. J'utilise toujours cette définition qui vient de James Desmond parce que, alors que c'est bien succinct, ça porte quand même un certain poids parce que ce que vous voyez ici, essentiellement, c'est l'articulation complexe des principes de racisme environnemental. Et donc, James Desmond est un militant environnemental dans la communauté afro-néo-écossaise de Lincolnville. Et depuis que les sites d'enfouissement ont été établis en 1974, voici une photo de James quand j'ai établi une relation avec la communauté. Le projet est un projet communautaire et une des premières choses que je voulais faire, c'est de réunir des membres de la communauté, de s'asseoir avec eux et de faire pas un groupe de recherche, mais avoir une rencontre informelle de façon non standardisée pour avoir une idée de leurs priorités et les perceptions qu'ils avaient à propos de racisme environnemental, parce que comme professeurs, nous décidons quelles doivent être les questions et que c'est la communauté qui devrait faire ça.
Et donc, j'ai rencontré les gens de Lincolnville en 2013. Nous avons filmé les rencontres et vous pouvez trouver ça sur mon site Internet. Mais nous avons demandé à James de définir ceci. Et il a dit que la pratique consiste à localiser des sites de déchets industriels à côté des communautés africaines de la Nouvelle-Écosse, autochtones, pauvres et blanches, qui n'ont pas de moyens pour lutter contre ça. Alors, vous demandez si c'est du racisme environnemental? C'est au cœur du racisme environnemental. Et donc, essentiellement, ici, il parle du manque de proportionnalité. Et donc, une des choses qui est importante ici, c'est que certaines communautés sont exposées de façon disproportionnée aux déchets environnementaux. Et donc, il y a comme une espèce de grappe de ces personnes dans certaines communautés. Et ces communautés ont tendance à être des communautés non blanches ou racisées, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Écosse, dans les communautés afro-néo-écossaises, les communautés autochtones et des communautés de personnes blanches et pauvres. Donc, Harrodsville, qui est une communauté rurale à faible revenu en Nouvelle-Écosse et qui fait face à tout cela depuis les années 80. Donc, ils ont eu beaucoup de difficultés à aborder leur enjeu. C'est aussi un enjeu de classe, de statut socio-économique. Quand nous parlons au racisme environnemental, nous parlons de l'intersectionnalité, les intersections entre la race, le genre, certainement en termes de genre et en termes du tort qui est fait au corps, parce que le genre et le sexe jouent un rôle important dans l'expérience des résultats du racisme environnemental et aussi les gens qui vivent dans des communautés rurales. La Nouvelle-Écosse est extrêmement rurale et vous allez retrouver que la plupart des communautés de personnes noires vivent dans des régions rurales. Il y a une région urbaine au nord de Halifax, mais essentiellement, les communautés afro-canadiennes ont tendance à vivre dans des communautés rurales isolées et c'est aussi un enjeu de pluralité. Donc, cette perspective intersectionnelle est très importante quand nous regardons le racisme environnemental, en ce qui a trait à qui est touché par le racisme environnemental. Mais James a aussi dit qu'ils n'ont pas les moyens de lutter. Donc, ce sont des communautés qui n'ont pas de pouvoir économique ni financier. Et quand vous avez ça, ça veut dire que vous avez les outils et les ressources pour lutter contre ces choses plus rapidement que d'autres communautés. Mais à cause de l'intersection de la race et du statut socio-économique et du fait qu'ils vivent dans des communautés isolées ou rurales ou sur des réserves, les personnes n'ont pas le pouvoir d'être entendues de la même façon que d'autres communautés, par exemple. Et donc, c'est une définition parfaite de l'environnement du racisme environnemental. Et le docteur Robert Bullard est considéré comme étant le père du racisme environnemental. Et j'ai eu le plaisir de l'accueillir ici à un symposium d'Halifax que j'ai organisé en 2017. Et donc ici, au sujet du racisme environnemental, il a rédigé un livre intitulé Dumpin' in Dixie et évidemment plusieurs publications, non seulement concentrées sur le racisme environnemental, mais sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, le transport, et il voit le lien entre tous ces enjeux. Et donc, Bullard définit cela. C'est à propos d'un emplacement disproportionné et l'exposition accrue des communautés autochtones et racisées à la contamination. Et c'est exactement ce que James Desmond a dit plus tôt. Il parle de cette disproportionnalité à propos du manque de pouvoir politique de ces communautés pour résister au placement des pollueurs industriels dans leur communauté. Et James a aussi parlé de cela. Mais c'est aussi à propos de la mise en œuvre de politiques qui sanctionnent la présence nocive et dans nombreux cas qui empoisonnent ces communautés. Ça inclut également des évaluations environnementales, les décisions qui sont prises pour installer un projet ou une industrie en particulier au sein d'une communauté en particulier se manifestent à la suite d'une évaluation environnementale. Et évidemment, il y a d'autres politiques environnementales qui sont issues de cela. Donc, de plusieurs façons, les décideurs, les gens qui élaborent ces politiques les élaborent de telle sorte que
certaines communautés reçoivent tous ces déchets environnementaux. C'est aussi à propos des impacts négatifs disproportionnés et des politiques environnementales qui se traduisent par des taux, des niveaux de nettoyage différents. Parfois, c'est très, très lent par rapport à une communauté qui est peut-être plus riche, typiquement une communauté riche, par rapport aux communautés avec lesquelles je travaille. Donc, le taux de nettoyage ou le rythme avec lequel on nettoie ces sites est beaucoup plus lent. Donc, les Premières Nations en Nouvelle-Écosse demandent au gouvernement d'aborder leurs préoccupations depuis le milieu des années 1980. Et comme je l'ai mentionné, en bout de ligne, a enfin fait en sorte que le gouvernement puisse fermer cette usine à la fin du mois de janvier. Mais une autre composante du racisme environnemental qui est souvent oubliée, c'est l'histoire. L'histoire de l'exclusion des communautés autochtones et racialisées. Quand vous regardez les ONG ou d'autres ONG, d'autres entreprises de réglementation qui adressent ce racisme environnemental, vous n'allez pas le trouver dans ces communautés racisées ou ces communautés noires. Les personnes qui sont le plus touchées ne sont pas assises autour de la table. Ce ne sont pas ces personnes qui peuvent prendre des décisions. Et quand ces personnes sont absentes, c'est comme s'il y avait une manifestation intergénérationnelle qui se manifeste au fil du temps parce que typiquement, nous n'avons pas l'occasion d'entendre comment cette expérience impacte les gens. Et ce n'est pas toujours intentionnel. Ce sont des organismes que je connais et qui ont de la difficulté à joindre ces communautés. Ils essaient, ils investissent souvent des efforts, mais ils trouvent que c'est très difficile de mobiliser les communautés, malgré le fait qu'ils voulaient le faire. Et donc, ce genre de manifestation environnementale, du racisme environnemental est le résultat de ne pas entendre la voix des personnes qui sont le plus touchées, qui pourraient partager leur expérience et leurs priorités, ainsi que réviser les messages pour capter l'imagination des gens qui sont le plus touchés. Et donc, comme personne qui, chercheur dans le domaine de la santé, j'étais très intéressée en matière de santé d'examiner l'intersection du racisme environnemental et les impacts sur la santé. Parce que tous ces enjeux d'environnement sont des enjeux qui touchent la santé. Et donc, on examine ceci de la façon dont l'exposition aux produits chimiques toxiques a un impact sur le corps. Ça fait partie de ma recherche, d'examiner des façons spécifiques que les femmes autochtones sont touchées par l'exposition aux produits environnementaux ou aux déchets toxiques. Et donc, si je peux vous parler des risques pour la santé associés au racisme environnemental, certainement, il y a le cancer. Quand j'ai visité des communautés en 2013 et 2014, toutes les communautés m'ont dit la même chose. Nous avons des taux élevés de cancer au sein de nos communautés. Il y a d'autres communautés qui ont dit nous avons des rares formes de cancer. Et parfois, nous croyons que c'est lié à ces sites d'enfouissement. Et parfois, ils vont parler de maladies des voies respiratoires, l'asthme, par exemple. Dans la communauté afro-néo-écossaise, il y a un taux élevé d'asthme. Et ça, c'est de l'information ad hoc un peu. Et comme vous le savez, le gouvernement fédéral ne désagrège pas les données. Donc, nous n'avons aucune statistique à ce sujet en ce qui a trait aux entretiens qui ne génèrent pas de l'information qualitative. Et donc, c'est une de leurs plus grandes préoccupations de santé, les maladies cardiovasculaires, la morbidité reproductive, les allergies, les douleurs abdominales, la dysfonction hépatique temporaire et les convulsions. J'aimerais parler de morbidité parce que quand on parle des sexes ou des genres, c'est une des choses importantes à examiner. Le sexe et le genre, évidemment. Quand nous pensons à la façon dont le racisme environnemental a un impact sur le corps, plus particulièrement chez les femmes autochtones qui ont un taux de maladies reproductives beaucoup plus élevé, de cancer beaucoup plus élevé,
et des anomalies à la naissance. Et donc, il y a Sarnia en Ontario, qui est une vallée chimique qui est entourée de 60 usines pétrochimiques. Et les femmes qui vivent dans ces régions ont des maladies qui touchent le système reproductif. Et donc, si on regarde ceci, il y a des personnes qui sont touchées et c'est basé sur l'intersection de la classe socio-économique, l'endroit où ils demeurent, le sexe. Et j'aimerais maintenant vous partager certaines des communautés au Canada qui sont en train de composer avec le racisme environnemental. Ou voici Sabaganati, la Première Nation. Voici Doreen Bernard qui est en train de longer la rivière dans une communauté de Indian Brook. Et c'est une communauté qui, au cours des 6 dernières années, a essayé de stopper le développement du Alton Gas Bryce Discharge Pipeline. Et donc, Alton Gas veut mettre en œuvre ce projet depuis 2014 et la communauté dit qu'ils n'ont jamais été consultés. La communauté n'a jamais été consultée avant le début du projet et évidemment, ils ont des droits sur ces territoires. Et donc, c'est une entreprise qui est arrivée dans leur territoire. Ils n'ont pas consulté les personnes qui demeurent dans cette communauté. Ils n'ont pas fait des évaluations. Il y a d'autres qui ont dit qu'il y avait des consultations qui avaient été effectuées en effet. Et donc, c'est une de 13 bandes qui dit vous avez peut-être fait ça avec les 12 autres communautés des Premières Nations, mais vous ne nous avez pas consulté, nous. Et donc, ils ont contesté ce fait. Et il y a eu des initiatives fantastiques au cours des 6 dernières années pour stopper ce projet. Et ils y ont réussi pendant une très longue période de temps. Ils ont fait des démonstrations, des manifestations, des rallyes. Ils ont mobilisé la communauté de la Nouvelle-Écosse par des pages GoFundMe et d'autres campagnes de levée de fonds afin de pouvoir mettre fin à ce projet. Donc, je crois que c'est une façon qui fonctionne très bien. Ils ont utilisé Facebook, ils ont fait des rassemblements, ils ont utilisé différentes approches et démarches pour essayer de stopper ce projet et ils ont mobilisé des alliés en cours de route. Donc, ce fut une démarche qui a très bien réussi au fil des années. Ça ne veut pas dire que le projet ne va pas aller de l'avant. Ils ont réussi cette année, au mois d'avril, en demandant un appel. Donc, le juge a demandé à la province de retourner consulter la communauté pendant 120 jours. Alors, c'est un jalon absolument incroyable parce que ça ne s'est jamais arrivé auparavant. Le ministre de l'Environnement, en 2016, a dit les consultations ont été effectuées. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'autres consultations. Mais au mois d'avril cette année, le juge a dit non, ils ont besoin de retourner et consulter ces communautés pendant 120 jours. Donc, ça, c'est un jalon et une réalisation absolument incroyable. Doreen Bernard, ici, si vous avez vu le documentaire, elle était dans le documentaire. Alors, voici Boat Harbor à Pictou qui est contaminé. Donc, ici, les usines de pâte et de papier ont commencé à déverser des produits chimiques depuis 1967 et tout au long des années, plus particulièrement au milieu des années 1980, les communautés ont revendiqué auprès du gouvernement et il y a eu des promesses brisées. La communauté, encore une fois, comme toute autre communauté, a été impliquée dans des manifestations, différentes sortes de désobéissance civile. En 2015, le ministre de l'Environnement, Randy DeLaury, a dit l'usine n'était pas revenue avec une évaluation environnementale adéquate. Et donc, comme je l'ai mentionné, c'est arrivé à la fin du mois de janvier cette année. Alors,
c'est un jalon, c'est une réalisation importante pour cette communauté, malgré le fait qu'ils doivent composer avec cela depuis les années 60. Vous avez probablement entendu Michelle Francis, qui est une des militantes autour du site contaminé de Boat Harbor. Ici, j'ai parlé un peu de la Première Nation Amdin-One quand j'ai parlé des maladies reproductives et des anomalies de naissance. Alors, ils appellent ça Chemical Valley, près de Sarnia, en Ontario. Et comme je l'ai mentionné, il y a environ 60 installations pétrochimiques. Il y a des taux élevés de cancer et de maladies respiratoires. Et il y a eu beaucoup d'actions au sujet de cet enjeu. J'ai eu l'honneur d'entendre Vanessa Gray, une jeune militante, qui a parlé lors d'un de mes symposiums. Il y avait aussi le Dr. Robert Bullard en 2017 et c'est une militante absolument passionnée. Et récemment, elle a créé une carte. Je ne peux pas l'expliquer correctement, mais elle a créé une carte en collaboration avec l'Université de Toronto afin de pouvoir faire le suivi de ce qui se passe au sein de sa communauté. Je ne peux pas me souvenir de tous les détails, mais elle est vraiment passionnée à propos de cet enjeu. Et donc ici, Grassy Narrows, vous avez probablement entendu parler de la communauté de Première Nation Grassy Narrows. Et eux sont préoccupés par les sites de contamination par le mercure. Alors, dans la Wabigoon English River, qui est à proximité de leur communauté. Donc, ils ont beaucoup de préoccupations au sujet de leur santé et des pêcheries, évidemment. Et il y a des problèmes de santé qui perdurent, malgré le fait que certaines de ces maladies ont été abordées par le gouvernement. C'est comme dans le cas de Shelburne, dont nous allons parler plus tard. Les membres de la communauté sont toujours préoccupés par le fait qu'ils vivent près de ces projets. Une communauté qui a fait les manchettes très souvent au cours des 2 dernières années, c'est les communautés des Premières Nations Wet'suwet'en. Tout au long du Canada, partout autour du Canada, pardon, il y a eu des manifestations afin de soutenir les chefs des nations Wet'suwet'en qui s'opposent à ce projet d'aléoduc de multimillions de dollars en Colombie-Britannique. Africville est certainement un cas de racisme environnemental historique, mais je peux vous dire que ça existe encore aujourd'hui. Dans les livres qui ont été écrits au sujet de Africville, la façon dont les gens sont arrivés au sein de la communauté et ont élevé la communauté. Ben, Africville est un exemple de gentrification ou de renouvellement urbain et de racisme environnemental. Alors, c'est une communauté en Nouvelle-Écosse qui a été assujettie à la revitalisation urbaine. La ville de Halifax voulait avoir des développements d'habitation urbaine et la communauté a été expropriée, a été évacuée de la communauté. Il n'y avait aucune communauté d'Afro-néo-écossais qui était riche et plusieurs membres de la communauté sont propriétaires de leur propre entreprise à l'époque. Et donc, quand on parle des réseaux sociaux comme un déterminant de la santé, ben, c'était une communauté très proche qui travaillaient ensemble. Et donc, quand ils ont été expropriés, ils se sont retrouvés dans la région du Nord. Comme je l'ai mentionné, c'est une communauté afro-néo-écossaise urbaine et ils ont été envoyés dans un endroit où il y a des logements sociaux. Et plusieurs membres de cette communauté, des descendants d'Africkville, disent qu'ils sont toujours traumatisés par cette expropriation des membres de la communauté. Donc, ici, je vous parle un peu de la
revitalisation urbaine. Alors, pourquoi est-ce un exemple du racisme environnemental? Ben, quand la ville d'Halifax a voulu faire ce développement, ce qui restait dans la communauté, c'était des dangers environnementaux. Et donc, il y avait des usines et une prison, 3 systèmes de voies ferrées et un site d'enfouissement. Et au cours des derniers mois, la communauté s'est réunie pour dire que nous voulons nous voulons être indemnisés. Et donc, ils ont eu un recours collectif en 2016 et ça a été rejeté en 2018. Mais au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup d'actions, d'activisme de la part de membres de cette communauté. Et j'ai reçu un courriel qui me demandait des dons. Mais en fait, ils veulent vraiment être compensés pour ce qu'ils ont perdu au niveau social et au niveau économique. Alors, voici Lincolnville, James Desville, dont la photo je vous ai montrée plus tôt. C'est un militant depuis plusieurs années à Lincolnville. Alors, voici le site de déchets. Alors, il y en a un site de première génération et un site de deuxième génération. Donc, le site d'enfouissement a été établi en 1974 et le deuxième a été établi en 2006, mais par-dessus le premier site. Donc, il y a une certaine préoccupation que l'eau contaminée par le premier site d'enfouissement, les gens disent depuis 1974, ils ont des taux élevés de cancer qui ont augmenté depuis ce temps-là et ils lient cela au site d'enfouissement. Et Shelburne, qui vous voyez dans le documentaire Netflix, la première personne que vous avez vue est Louise Delisle. J'ai rencontré Louise à la fin de 2014. J'ai été renversée, elle était dans mon bureau, elle m'a dit 97 des gens dans ma communauté ont le cancer. Moi, je croyais qu'elle mentait parce que j'avais jamais entendu cela. En fait, j'avais entendu le fait qu'il y a une communauté en Louisiane, je crois, aux États-Unis, qu'ils appellent Cancer Alley. C'est une communauté d'Afro-Américains. J'avais lu un article à ce sujet il y a quelques années et j'étais renversée. Mais quand Louise m'a dit que 97 des membres de ma communauté ont le cancer, c'est une communauté de veuves. Les hommes sont tous décédés. Et elle discute ceci dans le documentaire. Et donc, c'est une communauté qui a dû composer avec ce site d'enfouissement de Shelburne depuis 1943. Et tout a été jeté dans ce site. Et évidemment, j'ai mentionné le lien au cancer. Donc, ils ont aussi des taux élevés un taux élevé de cancer du sang. Et donc, ce qu'ils ont été en mesure de faire au cours des dernières années est vraiment incroyable. Et Louise en fait partie. Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous l'expliquer, mais elle a gagné un prix des droits de la personne de Nouvelle-Écosse au mois de décembre 2018 pour le travail qu'elle a accompli. Et donc, ici, les infrastructures publiques sont aussi un endroit qui intersecte le racisme environnemental. Et donc, alors que le département de l'environnement traite de ces enjeux environnementaux, je vois toutes ces intersections. J'ai fait un projet sur la gentrification dans les régions du Nord et dans les régions que j'ai mentionnées auparavant, mais je vois le racisme environnemental ainsi que le fait que plusieurs de ces communautés avec lesquelles je travaille boivent de l'eau de puits plutôt que de l'eau qui vient des infrastructures municipales. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je crois que souvent les politiques sont façonnées par les gens qui créent ces politiques. Et les gens qui créent ces politiques souvent ne me ressemblent pas. Et c'est ce qui est un problème. Voici comment je vois l'intersection du racisme environnemental et les politiques. Et donc, je vois ça comme une forme de violence spatiale.
c'est une façon dont les politiques sont élaborées et qui heurte les communautés. Donc, quand nous pensons à la violence spatiale, elle se manifeste parfois dans l'absence de politique. Des politiques qui existent, des politiques nocives, mais elles ne considèrent même pas certaines communautés et ne mettent pas des politiques en place qui abordent ces enjeux. Et donc, la présence et l'existence de politique, mais il y a aussi l'absence de politique. Donc, dans les villes nord-américaines, nous savons que les populations défavorisées et les personnes racisées ont un accès disproportionnellement moindre aux arbres et aux espaces verts que les groupes qui sont plus aisés. Et donc, je peux certainement dire que c'est le cas dans les communautés avec qui je travaille, parce que nous n'avons pas de trottoir à Shelburne. Nous n'avons pas d'espace vert. Le centre médical est seulement ouvert la moitié de la journée. Et donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas être discutées en isolement. Alors, à Toronto, à Vancouver et à Montréal, il y a des inégalités dans les structures publiques qui se présentent au niveau du logement. Les gens ont un accès limité à la végétation. Ce sont tous des déterminants sociaux. Et quand vous avez accès à un environnement qui est bien établi, vous avez tendance à être en meilleure santé. Les espaces verts sont beaucoup plus fréquents dans des quartiers plus aisés ou à haut revenu. Souvent, vous allez trouver un parc ou un centre récréatif ou un endroit où les gens peuvent aller pour profiter du plein air. Et c'est généralement au sein des communautés qui sont plus aisées. Dans les communautés noires de la Nouvelle-Écosse, en plus du racisme environnemental, il y a d'autres torts qui sont causés par les infrastructures. Et donc, ici, une communauté, il y a environ 5 ans, il composait avec des règlements municipaux de zonage. Il y a des gens qui arrivaient sur le site et établissaient des règlements en matière de zonage. Et donc, la communauté a été scindée en deux. C'était une communauté d'Afro-Néo-Écossais et ils sentaient que leur communauté était en train de diminuer dû à un projet qui a été mis en œuvre au sein de cette communauté. Dans la communauté de North Preston et East Preston, les communautés doivent traiter cela. Ils sont obligés de boire de l'eau du puits et il y a souvent de l'arsenic dans l'eau. Ils ont des préoccupations au sujet de transport en commun. Il n'y a pas d'autobus qui fonctionne en grande partie durant la journée par rapport à d'autres communautés adjacentes. Et donc, ils traitent tous ces enjeux. Et en ce qui me concerne, ça provient du fait que ces communautés ne sont pas valorisées. On ne met pas de politique en œuvre comme un bon transport en commun qui est fiable, parce que parfois, on ne croit pas que certaines communautés en valent la peine. Et encore une fois, c'est lié au racisme environnemental. Et donc, au cours des 8 dernières années, depuis que je suis à la tête du projet Enrich, j'ai essayé d'aborder tous ces enjeux intersectionnels. Ce n'est pas un projet que j'ai recherché. Ce projet m'a été présenté par un militant qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « J'aimerais que tu entreprennes ce projet sur le racisme environnemental ». Et moi, je l'ai rencontré, je lui ai dit, j'ai jamais entendu ce terme, explique-moi-le. Je ne sais pas ce que c'est parce que ça semble un peu risqué. Je ne sais pas ce que ça signifie, le racisme environnemental. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça au début. Est-ce que vous proposez que l'environnement est raciste? Comment expliquez-vous ça? Et donc, comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, c'est raciste parce que ce sont les politiques qui sont racistes. Ces politiques ont tendance à exclure les gens, peut-être intentionnellement, parfois non intentionnellement, mais elles portent tort aux gens. Et donc, qui peut élaborer ces politiques? Et donc, j'aimerais aborder ces enjeux de différents points de vue. Il n'y a pas une seule façon d'aborder le racisme environnemental et aborder ces enjeux en utilisant différentes démarches et non seulement amusant pour moi,
mais ça a été efficace au cours des dernières années. Donc, je crois que la façon dont je l'ai fait, ça se relie. Si vous augmentez la sensibilisation au sujet des enjeux, c'est ce que j'ai fait parce que je suis toujours en train de donner une conférence ou planifier un événement. Et donc, quand vous parlez de cet enjeu, les gens ont tendance à avoir de l'empathie. Si le gouvernement comprend pleinement l'enjeu, ben, il est plus probable qu'ils vont parler du projet de loi C-30. Et donc, je suis toujours en train d'organiser des événements. Voici un événement que j'ai organisé ici à une bibliothèque en 2015. Il y a Doreen Bernard, que vous avez vu plus tôt. Il y a Mary Desmond, qui est en bleu au milieu, qui est une collègue de James Desmond. Et il y a Lynn Jones, qui est une militante bien connue à Halifax. Son frère était Rocky Jones, était très impliqué dans le mouvement des droits de la personne et des Black Panthers aux États-Unis. Alors, de créer la sensibilisation au sujet du racisme environnemental, il y avait des panels de conférenciers, de conférencières qui arrivaient avec la perspective universitaire, la perspective des politiciens. Et donc, je ne suis pas en train de faire des choses que les autres n'ont pas déjà fait, mais je crois que ce que je peux contribuer, qui est différent, c'est de réunir les communautés autochtones et les communautés de personnes noires. Quand j'ai quitté Toronto pour aller vivre en Nouvelle-Écosse, je participais à des événements autochtones. Je regardais derrière moi et tout ce que je voyais, c'était des personnes blanches ou des personnes autochtones. Et je me disais, où sont les personnes noires? Et quand je participais à des événements qui réunissaient des personnes noires, je voyais la même chose. Et donc, moi, je crois que c'est très important de réunir ces deux groupes de personnes. Et donc, comme professeur, évidemment, je documente mes observations. Alors, voici un livre que j'ai publié en 2018. Et donc, la raison que j'ai publié ce livre, c'est que les gens qui doutaient de l'existence du racisme environnemental, mais je parle aussi des communautés qui se mobilisent. Et en 2016, il y a un de mes étudiants qui a créé cette carte. Et les gens qui doutaient du fait que le racisme environnemental existait, ils ne doutaient plus une fois que cette carte a été publiée. Ça a été présenté à la CBC et à Canadian Geographic. Et donc, vous voyez ici les communautés autochtones et les communautés noires ici en Nouvelle-Écosse. Vous allez trouver cela sur le site Internet du Enrich Project et ça vous démontre les communautés, où elles sont situées, où les usines ou les papeteries sont installées, où toutes les usines sont situées. Et donc, les gens ont commencé à réaliser que, oh, il y a peut-être quelque chose ici. Et donc, ici, il y a une ONG, Rural Water Watch, en 2017, avec un groupe de géologistes et de scientifiques de l'environnement et d'étudiants. Nous avons fait ce projet à Lincolnville. Nous avons décidé de tester l'eau en Lincolnville. Le gouvernement ne voulait pas le faire et eux ne pouvaient pas se permettre de le faire. Donc, on s'est dit, nous allons tester l'eau, nous allons offrir les résultats, nous allons faire un profil de la communauté. Et ça a bien fonctionné. Alors, en 2017, nous avons décidé d'utiliser ceci pour créer un OGN. Et donc, Rural Water Watch a obtenu le statut d'œuvre caritative et ils font ce que le Enrich Project ne fait pas. Et donc, c'est tout simplement à propos de tester les eaux. Ils ne sont pas impliqués dans la réglementation ou le militantisme ou ne font pas affaire avec les politiciens. C'est à propos de tester l'eau dans les communautés rurales. Peu importe la race, si vous vivez dans une communauté rurale, nous allons tester votre eau parce que nous savons que les communautés rurales ont tendance à utiliser de l'eau de pluie qui a tendance à être plus contaminée. Donc, nous avons lancé la journée de l'eau au mois d'octobre de cette année. Donc, c'est un événement de sensibilisation
qui était en public et en ligne. Donc, évidemment, j'ai affiché de l'information au sujet de la santé des puits, parce que si les puits ne sont pas en santé, vous n'êtes pas en santé. J'ai aussi visité des communautés. Nous avons recueilli des échantillons et nous avons donné les résultats à la communauté. Nous partageons aussi des renseignements par le biais d'ateliers. Nous répondons à des questions et nous leur fournissons des renseignements et évidemment, nous testons l'eau. J'ai aussi travaillé avec Éco-Justice. C'est une œuvre caritative en matière de droit. Ils ont ouvert un bureau à Halifax en 2018. Donc, je suis allée rencontrer les avocats et j'ai discuté avec eux les préoccupations des communautés en Nouvelle-Écosse. Et ils ont commencé à travailler avec ces communautés pour trouver des solutions légales, que ce soit des poursuites judiciaires. Je travaille aussi avec Let's Sprout, qui est un ONG qui est dirigé par deux étudiants de l'Université Dalhousie. Et nous sommes en train de faire des pistes dans le système d'éducation. Parce que vous savez, les chefs de file ne comprennent pas comment ce racisme environnemental se manifeste et comment ça a un impact dans les communautés. Je ne les blâme pas. Combien d'entre nous ont eu le bénéfice de ce genre d'éducation? Si vous pensez au type d'instruction que vous avez reçu, vous avez probablement entendu des stéréotypes au sujet des personnes de race noire et des personnes autochtones. Vous n'avez jamais vraiment obtenu une bonne compréhension des inégalités systémiques, de la façon dont elles aident à façonner les communautés, les membres de ces communautés. Donc, ce que nous essayons d'entreprendre avec ces projets, c'est d'élaborer des outils créatifs en ligne que les enseignants de l'école secondaire peuvent utiliser pour enseigner les étudiants au sujet de l'histoire des personnes de race noire et des personnes autochtones. Donc, ça, c'est une première étape parce que nous savons que les jeunes personnes aiment souvent apprendre de façon créative et nous voulons leur fournir aussi des outils ainsi qu'aux enseignants. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de ce projet est certainement beaucoup plus ambitieuse et ça va être un grand défi. Comment transformer le curriculum des écoles secondaires? Comment pouvons-nous intégrer les enjeux d'inégalité par rapport au racisme systémique qui existe? Et donc, ça va être difficile. Mais ça, c'est notre objectif à long terme, ainsi que faire en sorte que les enseignants soient beaucoup plus à l'aise de discuter de cela. Donc, il n'est pas logique et ça n'a aucun sens de faire ceci parce que les enseignants ne sont pas à l'aise de parler de ce racisme environnemental. Et donc, il faut les amener à être à l'aise de parler des sujets qui sont parfois difficiles. Et nous créons aussi un partenariat avec Climate Action. Ce sont des experts en matière de changement climatique qui ont communiqué avec moi pour créer des ateliers dans la communauté afro-canadienne. Et ils ont dit que ça avait très bien fonctionné. Ils veulent faire quelque chose de semblable dans la communauté afro-néo-écossaise. Je ne sais pas si ça va aller de l'avant. Nous venons de faire une demande pour une subvention et nous voulons faire 4 ateliers au sein des communautés afin de les renseigner au sujet des changements climatiques. Je crois qu'ils ne sont pas suffisamment conscients de ce qui se passe au niveau du changement climatique. On parle seulement de ce qui va arriver, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, je crois que pour les communautés afro-néo-écossaises, le message ne les rejoint pas de plusieurs façons. Alors, comment mobiliser la communauté de la Nouvelle-Écosse, la communauté plus large, afin de leur montrer qu'ils peuvent avoir un certain pouvoir d'intervention? Donc, les ateliers sont à propos de déterminer leurs priorités et des impacts socio-économiques et politiques du changement climatique et ainsi pour les aider à bâtir la capacité de s'adapter au changement climatique comme individu, comme membre d'une famille et comme membre d'une communauté.
parce que les Afro-Néo-Écossais adorent leur communauté. Ils sont très, très fiers. Ce sont des gens très fiers. Donc, si vous aimez votre communauté, ne voulez-vous pas la protéger contre les changements climatiques? Je crois que c'est le message clé à véhiculer. Nous devons faire en sorte que ce soit très personnel. Et je ne crois pas que les gens qui travaillent dans le domaine de la science environnementale font un bon travail pour livrer le message qui peut être compris. Et évidemment, moi, je forme des étudiants en tant que professeur, mais au cours des 8 dernières années, il y a des étudiants qui m'ont abordé et qui m'ont dit qu'ils voulaient faire du bénévolat ou ils voulaient être présentés à des membres de communautés. Il y a tellement de différents départements, la sociologie, la géographie, la planification, la santé, la médecine, le droit, la science environnementale, les études environnementales et ainsi de suite. J'ai reconnu à quel point ce sujet de racisme environnemental est interdisciplinaire. Je n'avais pas reconnu cela au début. Tout le monde croit qu'ils ont un parti pris. Il y a quelque chose qui peuvent y contribuer et aussi en apprendre. Et ça a été vraiment palpitant pour moi parce que j'ai été en mesure d'apprendre de la part de personnes qui n'œuvrent pas dans la même discipline que moi. Moi, je suis sociologue par métier, mais ici, j'apprends la façon dont les gens comprennent ce sujet. Ça a été vraiment fascinant d'apprendre de la part des membres de la faculté et des étudiants. Les médias sont clés, évidemment, dans le travail que je fais. C'est la façon dont je peux sensibiliser les gens. Je parle constamment aux gens qui sont à la radio, à la télévision, des balados-diffusions, les médias imprimés. C'est un peu fatigant parce que depuis que le film a été publié, j'ai été bombardée par toutes sortes de ressources médiatiques. Il y a des gens qui me disent, j'ai jamais entendu parler du racisme environnemental. Il y a encore des gens qui parlent de ça en Nouvelle-Écosse. Et donc, je crois que je dois continuer à faire ceci. Encore une fois, ce n'est pas seulement à propos de sensibiliser les gens, mais c'est à propos de développer l'empathie chez les gens, à propos de réellement comprendre ça dans le plus profond d'eux-mêmes, de faire preuve d'empathie pour les amener à dire peut-être que je pourrais faire quelque chose à ce sujet. Et donc, évidemment, le film avec Ellen Page, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment tout ça est arrivé. C'était renversant et intéressant. Elle a communiqué avec moi sur Twitter au mois d'octobre 2014. J'ai googlé, elle a googlé, pardon, le racisme environnemental. Elle m'a dit à quel point elle appréciait le livre. Elle voulait tirer profit de son statut de célébrité pour faire avancer mon projet. Elle voulait aussi soutenir les femmes qui travaillaient au front. Et donc, nous avons parlé à quelques reprises. Et au mois d'avril 2019, elle est venue me visiter à Halifax. Elle est née en Nouvelle-Écosse et elle a filmé pendant 6 jours avec moi-même et les membres de la communauté. Ensuite, elle est allée au Festival de films international de Toronto le 9 septembre 2019 avec le tapis rouge. Et quand on parle de mobilisation, nous avons parlé aux médias à l'échelle internationale, le Los Angeles Times, le Rolling Stones, les premières ressources médiatiques qui ont montré un aperçu du film. Alors, me voici ici en train de parler à différents médias. Et donc, c'était vraiment, vraiment palpitant. Et je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais je crois que plusieurs des choses que j'ai vues qui ont été résolues depuis la sortie du film a beaucoup à voir avec ce film. Ça a à voir avec la mobilisation communautaire et de parler de ce que les communautés font depuis des décennies. Et donc, ça a eu beaucoup d'impact à ce sujet. Donc, ça a été présenté sur Netflix à partir du 29 mars. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de gens autour du monde qui m'ont dit à quel point les femmes sont inspirantes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les personnes autochtones et les personnes de race noire n'ont pas de pouvoir économique ou politique. C'est vrai. Mais ce que le film réussit à démontrer, c'est que ces femmes qui n'ont pas ce genre de pouvoir ont quand même du pouvoir parce que d'une manière ou d'une autre, elles ont été en mesure d'avoir un énorme impact dans la communauté, malgré leur race, malgré leur culture.
et malgré leur sexe. Et donc, c'est extrêmement inspirant pour les jeunes personnes autochtones et noires qui disent, ben moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir, je ne suis pas riche, je suis noire, je suis autochtone, mais il y a quand même certaines choses que je peux faire et qui seraient très puissantes, que ce soit de petits gestes ou de plus grands gestes. Et donc, les gens à l'échelle mondiale ont vu ces femmes en action et me demandent qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc, c'est exactement ce que je voulais que le film puisse faire. Et donc, j'ai essayé de faire adopter ce projet de loi donc au sujet du racisme environnemental au Canada, qui est le projet de loi 11, a été en deuxième lecture et n'a jamais été adopté. Donc, elle m'a abordé cette année avant la COVID au mois de février et elle a dit, je vais transformer ce projet de loi en un projet de loi fédéral. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, c'est fantastique. Elle l'a présenté. C'est la stratégie nationale pour aborder le racisme environnemental. Et ensuite, la COVID nous a frappés. Donc, ça a mis fin à ceci pendant une certaine période de temps. Et donc, elle va le présenter pour une deuxième lecture. Ça a été absolument épuisant d'essayer d'obtenir de l'attention médiatique. Nous avons envoyé des courriels, nous avons mis des messages sur Twitter et donc on a dérangé les politiciens comme Justin Trudeau. J'ai terrifié. C'est pas une chose que j'aime faire. Il m'a dit, Ingrid Waldron, est-ce que vous pourriez arrêter? Mais je vais continuer à le faire. Mais je voulais tout simplement que les gens soient au courant de ce projet de loi. Je vous encourage à soutenir ce projet de loi sur mon site internet www.ingridsproject.org. J'ai une page qui vous explique exactement quoi faire. Vous avez tout simplement qu'à vous procurer la lettre que j'ai rédigée, de l'envoyer. Il y a un lien à tous les députés et je suis à la recherche de soutien pan-canadien afin de faire en sorte que ce projet de loi soit réalité. Je suis aussi en train de travailler sur une coalition avec quelqu'un en Ontario et lui veut se concentrer pour les personnes noires dans le domaine de l'environnement. Comme je vous ai mentionné plus tôt, le racisme environnemental s'est manifesté au fil du temps parce que les personnes qui siègent sur des conseils sont des personnes blanches en grande partie. Et donc, lui veut revendiquer la présence de personnes noires et de personnes autochtones sur des conseils. Et donc, nous voulons étendre ça au sein de d'autres communautés, de faire la même chose, mais de le faire en plus grand. Et nous sommes liés à Make Way, une œuvre caritative qui a fait en sorte que le projet soit devenu une œuvre de bienfaisance ou une œuvre caritative. C'est maintenant un ONG. Nous travaillons ensemble en ce moment sur une campagne pour une collecte de fonds et aussi pour créer des stratégies afin de pouvoir faire en sorte que ce soit plus gros, plus grand, mieux et nous aider à trouver des moyens de mobiliser les gens à l'échelle canadienne. Et enfin, Peter Wood a communiqué avec moi. Il travaillait avec la Blue Dot Foundation et la Fondation David Suzuki et parle depuis un certain bout de temps du fait que nous devrions avoir un droit à un environnement sain. Donc, hier, j'ai publié un article qui a invité le gouvernement à examiner le projet de loi qui revendique le droit que les Canadiens peuvent avoir le droit à un environnement sain. Donc, voici toutes les actions que nous avons mises en œuvre pour obtenir l'attention du premier ministre Justin Trudeau. Et donc, voici certaines des activités dans lesquelles j'ai été impliquée au fil des années et je suis toujours ouverte à de nouvelles occasions. Dès que je décide que je veux rencontrer quelqu'un à mon bureau ou que je reçois une invitation pour venir parler ou donner une conférence, je vais le faire. Et donc, le projet Enrich a été vraiment palpitant pour moi parce que en cours de route, je rencontre toujours toutes sortes de personnes qui m'amènent à apprendre d'autres choses. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma conférence et j'ai bien hâte d'entendre vos questions.
Merci beaucoup, Ingrid. C'était absolument fascinant. Et donc, les questions, vous pouvez poser les questions dans la section questions-réponses au bas de votre écran. Premièrement, Carlo, Charles, qui poursuit. Est-ce que Carlo est là? Oui, toujours là. Donc, Carlo, qui poursuit actuellement un doctorat conjoint en sociologie, en fait, entre l'Université McMaster et en géographie avec l'Université des Antilles en France. Sa thèse examine comment les compréhensions interculturelles de la race, de l'ethnicité et du nationalisme façonnent l'intégration sociopolitique des réfugiés, haïtiens en particulier, au Canada et en France. Et puis récemment, Carlo a fait plusieurs interventions, donc il se base sur ses travaux pour contribuer au débat public sur la fermeture des frontières canadiennes en réponse à la COVID-19. Il a également milité pour les droits des étudiants internationaux au sein de nombreuses organisations. Donc, merci Carlo et bienvenue. The second respondent we have is la deuxième personne est Nadia Joe. Nadia est née et a été élevée au Yukon. Du côté de sa mère, Première Nation, ainsi que Tlingit du côté de son père. Elle a étudié la chimie et la gestion environnementale et elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du traitement des eaux usées. Elle soutient plusieurs communautés autochtones partout au Canada pour faire avancer ses intérêts dans la protection des eaux et des terres riveraines. Et donc, qui veut parler en premier? Nadia et ensuite Carlo. Merci, merci Émilie et merci Dr. Waldron. Wow, quel parcours sur lequel vous avez été. Merci de l'avoir partagé avec nous. Alors, pour que vous sachiez, ça c'est mon nom dans la langue de ma mère, de mon père. Et donc, je m'appelle Nadia Joe et c'est toujours un privilège pour moi de partager cet espace avec vous. Et donc, j'ai deux questions pour vous et je vais essayer de les condenser, mais je voudrais vraiment exprimer mon immense gratitude auprès de la Dr. Waldron qui travaille dans ce domaine pour faire en sorte de ce qui a été invisible depuis si longtemps. Elle travaille à le rendre transparent pour que nous puissions le voir. Et plusieurs des exemples que vous avez partagés dans votre livre sont en parallèle avec mon expérience et le travail que je fais dans les communautés autochtones partout au Canada. Votre travail est devenu mon point d'entrée afin de mieux comprendre les inégalités systémiques dans ce contexte et comment ça perpétue ces asymétries et tout ce qui se passe au sein de nos communautés. Donc, encore une fois, j'aimerais exprimer notre reconnaissance du travail que vous faites pour changer le système qui a été conçu pour nous exclure et d'exclure les communautés dans lesquelles nous vivons. Donc, vous avez mentionné le travail que vous faites dans le domaine en fait, pour revendiquer l'adoption du projet de loi C-21. Et donc, ici, nous allons célébrer l'anniversaire de Nations unies qui reconnaissent les droits des personnes autochtones. Et dans le contexte du Canada, si nous commençons à faire un progrès vers la réconciliation et savoir si ça peut créer de nouvelles occasions pour cette politique ou ce projet de loi ou d'autres projets de loi ou de politique. Ben, en fait, je crois que ça fait, en ce qui a trait au gouvernement, il y a beaucoup plus de discussions en matière de réconciliation et les communautés avec lesquelles je travaille sont en train d'examiner l'intersection entre ce racisme environnemental et les inégalités. Donc, c'est le moment parfait pour participer à ce genre de conversation, afin que les gens puissent commencer à considérer ces enjeux comme l'intersection entre le racisme environnemental et ces enjeux d'inégalité. Et donc, les gens qui sont arrivés ici au pays, qui sont à l'extérieur de l'environnement et du racisme environnemental.
si vous allez aborder un de ces enjeux, c'est important de les aborder dans leur ensemble. Et donc, je crois que certainement cette année, comme vous le savez, il y a eu de plus en plus de discussions au sujet du racisme systémique et certainement le mouvement Black Lives Matter. Les vies noires sont importantes. Je l'ai vu en Nouvelle-Écosse et je l'ai vu au Canada. Sur les sites que j'ai visités, on discute beaucoup plus de la réconciliation, de compensation pour certains individus. Je vois certains organismes qui se sont mis en action. Il y a des universités qui se sont mis en action et qui discutent de ces enjeux. Et donc, il y a une certaine mobilité que je n'ai jamais vue auparavant au Canada par rapport à ces enjeux. Donc, je crois que c'est un moment parfait pour l'adoption de ce projet de loi et tous ces enjeux qui se touchent les uns et les autres. Et donc, je crois que c'est le moment opportun pour l'adoption de ce projet de loi. Quand j'ai lancé la campagne il y a 2 jours, il y a des députés qui ont communiqué avec moi pour me laisser savoir qu'ils ont communiqué avec d'autres députés qui voudraient vraiment voir l'adoption de ce projet de loi. Ils discutent en groupe, ils ont des conversations pour essayer de trouver des moyens de créer des stratégies autour de l'adoption de ce projet de loi. Et donc, je vois des activités comme je n'ai jamais vu auparavant. Et donc, je crois que l'année 2020 a été une année horrible. Elle va passer à l'histoire, mais d'un autre côté, ça a été une bonne année parce que je crois que les gens commencent à être ouverts, sont ouverts à l'écoute. Et ce n'est peut-être pas extraordinaire pour eux d'apprendre que ces choses doivent être visibles. Ça a pris la mort de George Floyd pour commencer à avoir ces discussions, mais je voulais avoir une compréhension avec un œil critique, pas seulement une compréhension à la surface. Au Canada, on se concentre sur le type de racisme que nous pouvons voir, mais je crois qu'au Canada, il y a une mauvaise compréhension des inégalités systémiques et comment ça affecte les systèmes au sein de notre société. Donc, je crois que c'est le moment opportun pour tout ceci. Et donc, voyons, ça a été un long parcours pour nous amener à ce projet de loi, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup d'espoir et on m'a dit qu'il y a de grandes chances que ce soit présenté et que ce soit adopté. Et il y a d'autres choses qui vont s'en suivre. Je crois qu'il y a d'autres projets de loi qui vont s'en suivre parce que s'il y a certains jalons qui sont accomplis, ça va mener à l'adoption de d'autres projets de loi, selon moi. Merci. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une confluence d'énergie qui touche à ceci plus particulièrement quand je pense aux fonctions d'auto-gouvernement au sein de nos territoires et plusieurs d'entre eux sont en train d'examiner comment ils pourraient faire adopter certaines réglementations qui pourraient inclure le droit de vivre dans un environnement sain. Et donc, j'ai une autre question. Et cette question est autour du fait que quand j'ai lu le chapitre 3 et que je réfléchissais aux façons du contexte plus élargi auquel vous avez ouvert mon esprit. Donc, étant donné que je suis issue des sciences naturelles, je ne suis généralement pas exposée à ce langage autour de la résistance. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire quotidien. Et donc, vous m'avez amené à réfléchir aux systèmes, plus particulièrement les systèmes du capitalisme et du racisme. Le capitalisme garde en place ce racisme et les sciences et l'écosystème. Quand nous parlons des systèmes, les systèmes fonctionnent parfaitement pour atteindre les résultats qu'ils atteignent. Mais ce serait intéressant de repenser des façons de faire qui sont beaucoup plus élargies. Nous devons réfléchir à la consommation et à qu'est-ce qui mène, qu'est-ce qui perpétue notre besoin constant d'accumuler des biens matériels qui ne servent pas, qui ne nous servent pas nécessairement. Et donc, je me demandais si vous pourriez nous offrir vos pensées à ce sujet ou certains commentaires. Je crois que ça va être la chose la plus difficile
Quand j'ai écrit le livre, l'éditeur m'a dit, on a besoin d'un changement au sein de notre système. Et au cœur de cela, c'est la façon dont nous consommons. Et Louise Delisle le mentionne dans le film. Si oui ou non, nous allons être en mesure de réutiliser nos déchets, de les recycler. Parce que le défi, lorsqu'il est question de racisme environnemental, c'est le capitalisme. Et se débarrasser du capitalisme et de la poursuite de rentabilité va demander un démantèlement des systèmes, mais un changement dans la façon que les gens ont de voir ce système. Et ça peut faire partie de la solution, mais moi, je n'ai pas d'idée au sujet de comment y arriver, en fait. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est un enjeu qui est extrêmement difficile. Donc, j'essaie de le faire à la pièce. Mais quand nous pensons à cette année, par exemple, et la pandémie, quand on nous a demandé plusieurs des épiceries, vous savez, ont commencé à nous demander d'utiliser des sacs réutilisables et ça a causé des problèmes pour certaines personnes. En fait, on nous a demandé de se comporter différemment. Donc, il y a certaines épiceries qui n'utilisent plus de sacs de plastique. Et donc, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On nous donnait le choix d'utiliser des sacs réutilisables et maintenant, c'est naturel pour moi de le faire. Et donc, je crois que la pandémie nous a démontré de plusieurs façons que nous sommes capables de faire ce genre de changement. C'est très lent, mais c'est possible parce que mon attitude a complètement changé. Au début, je me disais, ben voyons, c'est impossible de ne pas avoir de sac de plastique et maintenant, c'est exactement ce que je fais. J'amène mon sac réutilisable à l'épicerie. Donc, c'est une réponse en partie, mais je crois que ça demande une transformation totale de la manière que nous voyons notre monde et ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. Donc, je ne connais pas la solution, mais j'ai vu plusieurs choses devenir possibles dans le cadre de la pandémie. La façon dont ça a changé notre mode de vie. Il y a toutes sortes d'articles. On fait tout sur Zoom maintenant. Alors, on nous a demandé d'arrêter de voyager ou de se déplacer. Et donc, au début, ça nous rendait mal à l'aise, mais on s'y est habitué. Alors, il y a beaucoup de choses que nous nous sommes habitués de ne pas avoir ou de ne pas faire qui ont été bénéfiques en termes de notre consommation. Et à un moment donné, on est devenu coachable, si on peut dire ainsi. Ça fait partie de notre vie. Ça a facilité notre vie. Je me souviens avoir lu un article cette année au sujet de toutes ces choses qu'on nous a demandé de faire cette année à cause de la pandémie. On nous demandait de faire certaines choses et on croyait que c'était pour être très complexe et très difficile et que ça bouleverserait notre vie et ce n'est pas arrivé. Alors, j'aime pas nécessairement dire que la pandémie a été quelque chose de spirituel, mais je crois que je pourrais dire que c'est arrivé pour une raison. Et donc, ça nous a enseigné que ce que nous faisions était horrible. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont ressorties cette année. Ça nous a permis de voir qu'on est fort, on est débrouillard et qu'on est capable de faire certaines choses qu'on ne croyait jamais être capable de faire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que l'environnement nous a appris une leçon. Et moi, je peux voir ça. Dans mon environnement personnel, il y a des choses que je peux tolérer, d'autres choses que je ne peux pas tolérer. Donc, c'est malheureux que c'est demandé un fléau comme celui-ci pour nous apprendre cette leçon. En ce qui a trait à la consommation environnementale, bien, je l'ai vu dans ma propre vie. Il y a des choses dont je n'ai plus besoin et je croyais que j'en aurais toujours besoin. Donc, pour moi, c'est un énorme changement. Peut-être que c'est par le biais de messages, par le biais de l'industrie, du secteur public. Il y a une certaine imputabilité dans ces espaces de soutenir une différente façon de penser à la manière dont nous consommons. Mais le message doit être que
le message doit être cohérent, mais il doit être spécifique pour certaines communautés parce que différentes communautés ont l'expérience du monde, de l'environnement et de leur vie de différentes façons. Tout comme les enjeux environnementaux sont, pour certaines personnes, un enjeu qui est différent d'une communauté à l'autre. Donc, nous avons besoin de ces systèmes. Les systèmes n'ont pas besoin d'avoir peur de disparaître, mais c'est le secteur privé, le secteur public, les syndicats, le système d'éducation, les médias. Il doit y avoir un message cohérent. Et quand le message n'est pas cohérent, c'est très difficile pour nous de déterminer ce que nous pouvons faire. C'est une excellente question et c'est une question très complexe, en fait. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui, ouais, c'est bien. Merci. Merci beaucoup, Dr. Waldron. Alors ça, c'est la question de $1 million, n'est-ce pas? C'était vraiment un échange très intéressant. Juste une petite minute. Attends, ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Est très mauvaise. Je suis désolé. Là, c'est beaucoup mieux. On t'écoute. Oui, alors l'importance du travail de la professeure Rodon, c'est surtout en lien avec le fait que la professeure Rodon a pu centrer son analyse sur une compréhension assez large de la question de la race, mais aussi sur les différentes autres problématiques qui ont lien avec la question de la race. Voilà. Et donc, du coup, le travail de Madame Waldron, de point de vue, je vais prendre plutôt le point de vue académique en ce sens pendant 1 minute, et puis après, je vais poser quelques questions. Alors, son travail dans le livre, et puis aussi dans le documentaire, ça nous rappelle que le concept de race et aussi le concept de racisme, c'est un concept qui, justement, produit qui produit des perceptions du monde, qui favorise certains groupes et aussi qui défavorise d'autres groupes. Voilà, donc je pense que c'est ça le côté le plus important de ce que j'ai pu lire de son travail. Alors, à travers son travail, elle nous a aussi rappelé comment le concept de racisme en tant que tel imprègne la manière dont les politiciens, les décideurs publics, les institutions voient et perçoivent les différents groupes avec lesquels ils interagissent, mais aussi comment ils décident des politiques publiques qui vont prendre, qui vont, par exemple, voter, pour lesquelles il faut voter, et qui vont affecter certaines communautés. Alors, cette particulière concentration ou ce focus sur le concept de race est hyper important, particulièrement parce que jusqu'à présent, en 2022, même s'il y a beaucoup d'avancées, on va dire, ou une petite évolution de la mentalité des gens par rapport aux questions de race, aujourd'hui, en 2020, il y a encore beaucoup de personnes qui peinent à avoir des conversations assez profondes, assez sérieuses et assez rigoureuses sur le concept, par exemple, de racisme systémique, sur une compréhension un peu plus globale de la façon dont le racisme systémique affecte les différents aspects de la vie des personnes. Et donc, du coup, évidemment, le contexte de la pandémie du COVID-19 et aussi tout le mouvement Black Lives Matter, tout ça a contribué énormément à justement changer un peu la mentalité, à rendre plus visibles ces problèmes de racisme systémique que les communautés en connaissent très bien, que ce soit des communautés noires ou des communautés indigènes, ce qui est justement assez intéressant. Voilà. Alors, les questions que j'ai à poser justement, ça va être 2 petites questions. La première question, c'est le rôle, c'est un rapport avec le rôle du chercheur ou de la chercheuse
dans la recherche collaborative avec les communautés. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir du moment où la professeure Walden a décidé de travailler avec les communautés, il y a eu une forme il y a une nouvelle énergie, justement, qui est apparue au sein de ces différentes communautés en donnant une visibilité institutionnelle à ce genre de problème, ce qui a aussi permis à ce qu'il y ait énormément de collaboration avec, bien sûr, d'autres personnes telles que Ellen Page, etc. Donc, de votre point de vue, Madame Walden, quel est le rôle du chercheur ou de la chercheuse dans l'élaboration d'une recherche collaborative avec des communautés et comment justement l'institution universitaire peut contribuer à décloisonner le savoir universitaire qui reste souvent entre les quatre murs de l'université pour que ça soit utile aux communautés, pour que ça justement puisse contribuer à ce qu'on appelle en anglais the empowerment des différentes communautés. Donc ça, c'est la première question et je pose l'autre question rapidement. L'autre question a rapport avec justement le rôle des alliés blancs. À la fin du livre, vous avez rappelé l'importance d'avoir des alliés qui ne soient pas forcément noirs ou indigènes ou autochtones, pardon, mais des alliés blancs et des alliés blanches dans la lutte contre le racisme environnemental. Alors la question que je pose par rapport à ça, quel doit être le rôle de ces alliés, d'une part, et d'autre part, quel est l'équilibre que l'on doit avoir entre le rôle de ces alliés et aussi la visibilisation des membres des communautés qui, depuis des décennies, travaillent justement pour améliorer ce genre de problème. Voilà. Wow. Yeah. Did you get all that? No, you'd have to translate, but it's Okay. very involved. C'était très, très impliqué. Et donc, la dernière question à propos du rôle des alliés et du rôle essentiellement, quel est l'équilibre entre ceux qui peuvent aider la cause, mais aussi de donner le crédit et la visibilité aux gens qui ont fait ce travail dans les tranchées pendant des décennies. Alors, où est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Et la première question était à propos de votre rôle en tant que chercheur et le travail que vous faites au sein des communautés et essentiellement l'éthique autour de cela. Comment vous communiquez, comment vous travaillez avec les communautés, vous sortez de la tour d'ivoire pour échanger vos pensées en ce qui a trait au protocole ou l'éthique de travailler avec des communautés, surtout des communautés qui ont été très marginalisées. Alors, ça c'était la deuxième question, mais je vais parler de la première question. Donc, en ce qui me concerne, les gens me voient comme quelqu'un qui est en train de prendre tout l'espace parce que j'ai ce pouvoir en tant que professeur. Donc, en ce qui a trait à des alliés, on parle d'alliés blancs. Et en Nouvelle-Écosse, ça a été génial. Peut-être que je vis dans une bulle, mais il y a beaucoup de militants blancs en Nouvelle-Écosse qui sont toujours en train d'offrir leur aide, du financement. Ils établissent des pages GoFundMe, surtout sur les enjeux que j'ai mentionnés, la communauté qui a été en mesure de mobiliser des alliés. Quand les étudiants et les étudiantes blancs se lèvent et me posent cette question, Professeur Waldron, pourriez-vous me parler de comment je peux devenir un allié? Je suis un gars ou une fille blanche, j'ai des privilèges et devenir allié, c'est comme une danse. Vous devriez savoir quand faire le premier pas et quand reculer. Vous devez toujours vous assurer que ce sont les communautés qui dirigent le travail, que c'est eux qui sont à la tête du travail. Et quand entrer, vous allez le savoir parce qu'ils vont vous le communiquer. Les membres des communautés sont des experts en la matière. Et pour des gens comme moi, dans mon poste, qui arrivent avec l'expertise, moi, je suis professeur ou je suis ingénieur, je suis géologue, tel et tel poste. Oui, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que ce sont des communautés qui ont des propres expertises. Les communautés ne savent pas exactement ce dont elles ont besoin, mais elles ont des ressources de réseautage.
Et donc, peut-être qu'on ne me considère pas comme étant une alliée parce que je suis professeur qui fait du travail auprès des communautés. Oui, les médias ont seulement de l'attention. Bon, c'est Ingrid Waldron qui a rédigé cet ouvrage. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de positionner les membres de la communauté. Je n'ai pas besoin de les positionner moi. Ils sont déjà en position et ce sont des experts dans leur propre vie. Et donc, comme chercheur qui travaille dans les communautés, je recherche des conseils de leur part. Pourriez-vous me parler de la question des pêcheries, par exemple? Et moi, je leur ai dit, ben, je préférerais que vous parliez à quelqu'un de la communauté des Mi'kmaq. Mais moi, je suis un point de mire parce qu'ils me trouvent sur des conversations Internet. Alors, vous savez, ce site Internet qui amasse des citations de chercheurs et de chercheuses. Et donc, une des façons que je peux mettre la lumière sur le travail des communautés, une autre façon de le faire, c'est par le biais de mes présentations. C'est extrêmement rare pour moi d'organiser des événements ou quand je fais des conférences en ligne comme celle-ci avec d'autres universitaires ou académiciens. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une discussion avec un autre professeur de Dalhousie. Tous les entretiens que j'ai sont avec les membres d'une communauté et ils sont toujours avec moi pour donner leur perspective. Dans la Fondation Suzuki, je les invite toujours et je me soucie toujours de les épuiser parce que je fais appel à eux tellement souvent. Mais tout ce que je fais est à propos de réunir et de rassembler les membres des communautés. Ils font partie du travail, ils font partie de mes présentations. Je ne les oublie jamais. Et donc, en ce qui a trait à les droits d'auteur, ben, j'ai eu un symposium en 2017 et un professeur m'a dit, j'aimerais vraiment mettre en vedette votre article dans le journal de l'Université Temple. Et donc, moi, j'ai co-rédigé cet article avec les membres de la communauté qui ont présenté à ma conférence. Alors, ils font partie de cette construction du savoir et de cette dissémination du savoir. Et donc, je travaille avec les membres de la communauté pour écrire un article qui a été publié dans ce journal. Alors, en ce qui me concerne, c'est toujours à propos de comment puis-je soutenir et comment puis-je faire miroiter le travail que vous faites. Comment m'intégrer dans le travail qu'ils font déjà, parce qu'en bout de ligne, ce sont eux qui sont des experts. Moi, je m'intègre en tant qu'allié, en tant que chercheur qui peut leur donner accès au réseau. Les géologues, par exemple, qui peuvent tester l'eau. Donc, j'ai une liste de réseaux de toutes sortes de professionnels dans le domaine de la science environnementale et certaines communautés n'ont pas accès à ces gens. Et donc, c'est un des rôles que je peux jouer. Comment soutenir ces gens? Est-ce que je peux vous aider à amasser des fonds? Est-ce que je peux vous aider en partageant votre page GoFundMe? Est-ce que je peux vous aider en faisant signer la pétition? Est-ce qu'il y a des experts environnementaux que je peux appeler et qui pourraient venir vous aider? Ce n'est pas une situation parfaite. Je ne vais pas prétendre que je suis experte dans tout. Et donc, l'an dernier, le professeur m'a dit, ben, on peut prétendre en tant que professeur que nous allons réduire le pouvoir que nous avons quand nous faisons ces recherches au sein des communautés, mais la réalité, c'est que nous détenons toujours le pouvoir. C'est la réalité. J'ai le pouvoir, mais comment puis-je établir un équilibre? Et pour moi, c'est en faisant ces choses dont je viens de vous parler, de laisser les membres de la communauté partager leur propre expérience et m'enlever du chemin. Donc, quand je fais de la recherche au sein des communautés, je dois vous dire qu'à Dalhousie, c'était difficile au début, mais nous utilisons maintenant le modèle Boyers et ils reconnaissent le travail que je fais. Des professeurs qui pourraient vouloir distribuer et disséminer le savoir différemment. Et donc, ils se disent, ben, si ce professeur veut réaliser un film ou veut organiser un événement de partage communautaire, que ce soit la communauté noire ou la communauté autochtone, nous allons donner le crédit. Ça n'a pas besoin d'être une rédaction professionnelle.
Alors maintenant, ça existe dans notre entente collective. Donc, où je travaille, ils reconnaissent le travail de professeurs comme moi qui veulent produire un livre ainsi qu'un film et qui veut aussi obtenir le crédit. Et donc, pour moi, ça serait la façon d'agir en tant qu'université. En termes d'éthique, ben, un des chefs autochtones m'a dit, ben moi, je veux de l'argent. Envoie-moi pas un chèque de Dalhousie. Je lui dis, moi, je suis désolée, c'est la façon dont Dalhousie fonctionne. Il m'a dit, non, moi, je veux pas de chèque, je veux de l'argent comptant. Et c'est arrivé il y a environ 7 ans et je me sentais très mal parce qu'il était fâché. Il me disait, moi, je veux de l'argent comptant, je veux pas de chèque. Et donc, l'éthique et les services financiers, donc, ce n'est pas établi de sorte qu'ils appréciaient les différences communautaires. Mais depuis ce moment-là, je peux avoir un peu d'argent comptant et je peux avoir une petite caisse et offrir de l'argent aux gens avec qui je travaille. Donc, dans le passé, ça devait passer par la directrice de déontologie et ce n'était pas toujours facile. Mais maintenant, elle comprend mieux. Ce sont les choses qui doivent changer en matière d'éthique ou en matière de déontologie. Il y a des choses que je dois faire de sorte que ça respecte les membres de la communauté. Donc, je crois qu'avec ce modèle Boyers, les choses ont beaucoup changé. Je ne crois pas que c'est au sein de toutes les universités. Ce n'est pas seulement à propos d'une publication, mais ça va beaucoup plus loin. Et dans les communautés où nous travaillons, le partage du savoir et la dissémination du savoir, tant que professeur, typiquement, on dit, ah, ça c'est à moi, c'est mon savoir, c'est ma publication. Mais au sein des communautés autochtones, c'est leur savoir. Ça provient d'eux. Donc, c'est en train de faire voir aux universités comment les choses sont différentes maintenant, parce que ce ne sont pas la façon dont les universités comprennent généralement. Moi, j'ai été impliquée dans l'appropriation de cela, mais ça appartient aux communautés autochtones. Alors, avant de terminer, j'aimerais poser une question du public, une personne qui a posé une question. Alors, Alexandra Pierre, elle demande, êtes-vous en train de dire qu'il semble que les femmes soient vraiment plus impliquées dans la lutte contre la justice environnementale? Généralement, vous avez montré des photos. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est le cas? C'est une des questions qui a été posée. Fantastique, que vous pouvez-vous dire à ce sujet? Bien, c'est une question que j'ai posée aux femmes avec qui je travaille, surtout les femmes autochtones Mi'kmaq. J'ai demandé à Doreen, pourquoi est-ce qu'il me semble que c'est toujours des femmes? Et est-ce que vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigués? Où sont les hommes? Et elle m'a vraiment éduquée. Elle m'a dit, en fait, Ingrid, comme les protectrices de l'eau et des territoires, c'est le rôle des femmes autochtones. Ce n'est pas que les hommes ne nous aident pas. Évidemment, les hommes nous aident de différentes façons, mais ce sont nous qui donnons vie. Nous sommes responsables de donner la vie ou de donner naissance. Et donc, par conséquent, le rôle des femmes autochtones, c'est de protéger l'eau et de protéger les territoires. Parce que je pensais qu'elle était pour me dire, ouais, tu as raison, Ingrid, on est fatigué, où sont les hommes? Mais elle était presque insultée parce qu'elle m'a dit, ben ça, c'est notre culture. Ben moi, je ne savais pas ça. Alors, ça fait partie de la culture autochtone de protéger les terres et l'eau. En ce qui a trait aux femmes noires, je crois que certaines communautés noires sont matriarcales et que ce soit dans le mouvement des droits de la personne ou du mouvement Black Lives ou de d'autres mouvements, les femmes avaient été mises sous silence à cause de leur sexe. Ils portaient attention à Martin Luther King et Malcolm X et Stokely Carmichael. Et donc, on connaît évidemment Angela Davis et d'autres femmes célèbres, mais les femmes ont toujours été les chefs de famille. Et donc, ça a beaucoup à voir avec l'exclusion économique des hommes noirs. Les hommes noirs sont souvent exclus des structures sociales, des systèmes économiques. Donc, les femmes noires ont dû prendre les devants et agir en tant que chefs de famille.
Donc, surtout en Nouvelle-Écosse, quand je pense aux organisations noires sont essentiellement dirigées par des femmes. Donc, c'est une tradition de femmes autochtones et de femmes noires et ça fait partie de qui elles sont, menées et dirigées. Et c'est certainement ce que j'ai vu au fil du temps, au fur et à mesure que j'ai poursuivi mes recherches dans ce projet. Et ça a été vraiment palpitant. Pour moi, c'est absolument inspirant. Alors, cette conférence a été tout à fait inspirante. Alors, merci. Merci du fond du cœur. Et je crois que de la part des participants, ils vont aussi être chanceux d'avoir participé. Merci, Carlo et Nadia, pour vos commentaires. Et donc, nous avons dépassé l'heure de la fin. Et donc, si vous pouvez être indulgent, et donc, je vous souhaite et j'aurais tellement d'autres choses à dire, mais nous voulons respecter le temps. Et donc, je vais laisser les choses ainsi. Et merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous allez vous approprier ce sujet, que vous allez continuer à faire des recherches et vous allez continuer à agir. Cette conversation ne peut pas se terminer avec Zoom. Merci. Thank you. Thank you, Christiane, Nadia, Carlo, Emile. Merci, Christiane, Nadia, Carlo, Emile.